Didier, donc toi, tu es né en 1957 ou 58? 58. 58. Eh oui. Et alors, tu as commencé à jouer au rugby par hasard ou parce qu'il n'y avait que ça à faire à Narbonne? Non, non, non. Non, moi j'ai démarré le rugby à 8 ans. À 16 ans, j'ai joué en première, l'équipe première de Narbonne. Et j'ai joué 20 ans en national jusqu'à donc 36 ans. 36 ans. Alors, quand on pense Narbonne, on se dit il y avait une paire magique, il y en a eu plusieurs, mais Mazo, Codorniou, ça c'était quand même génial. Tu t'es éclaté à jouer avec Joe Mazo ou pas? Ah oui, non, non, Joe Mazo, c'est incroyable. Joe Mazo, Boniface, Jean Daugé, pour peut-être les anciens, ça parle. Moi, c'est toujours des étoiles dans les yeux. J'ai eu la chance, à partir de 17 ans, de jouer avec Joe Mazo. François Sangali, qui jouait en équipe de France. Donc j'étais un enfant gâté. Gâté. Alors après, tu es parti à Toulouse et tu avais comme compagnon de jeu Denis Charvet, qui est quand même une star aussi. Hein. Alors Denis Charvet à Toulouse, Philippe Sella en équipe de France, Ouais. Roland Bertrand en équipe de France. Donc, est vrai, effectivement, j'ai eu la chance de connaître des très très grands joueurs. Et vraiment, c'est que du bonheur pendant 20 années. 20 années en national, un peu moins en équipe de France, tout simplement parce que je me suis disputé avec un grand entraîneur, Jacques Fuchs, petit par sa taille, et on était en désaccord sur le jeu. Et à 26 ans, je lui ai dit, Jacques, je ne suis pas d'accord avec toi, et donc l'équipe de France a été terminée. 32 sélections quand même, mais tu aurais pu en avoir plus effectivement. Et alors pour les amateurs de rugby, 14 juillet 1979, grand moment. Alors raconte aux plus jeunes ce qui s'est passé ce jour-là. Là. Alors pour les plus jeunes, peut-être les plus âgés, 14 juillet 79, c'était la première fois qu'une équipe de France battait les All Blacks à Auckland. Et c'était cette même année où, donc, avec Narbonne, on a eu tous les titres. Donc, moi, je me suis retrouvé à 20 ans avec champion de France, le bouclier d'automne, du manoir, etc., etc. Je pars en tournée, je suis international. Le premier test match, Richard, on perd 25 points. Il y avait comme capitaine Jean-Pierre Henrive. Et Jean-Pierre Henrive, on prend 25 points contre les Blacks. Et on avait été pas bon, on avait été même humiliés. Et pendant toute la semaine, en fait, on avait tourné comme des fous sur des terrains. En Nouvelle-Zélande, il n'y a que des terrains des moutons. Et en fait, on tournait autour des terrains, autour des moutons. Et on est arrivé sur un match assez incroyable. D'ailleurs, quand on le regarde aujourd'hui avec le décalage, au rythme du jeu et du temps joué, donc c'est assez fou. Mais c'est un très bon souvenir. Et donc tu avais gagné. Et on a gagné, Yes. j'ai pu faire remarquer un essai ou 2 essais, et j'en ai marqué un. Et donc la vie était 1981, c'était le Grand Chelem alors. Hein. C'était Chelem. aussi notre époque. Hein. Ah ouais, alors le Grand Chelem, donc c'est à Twickenham en Angleterre. Et là, donc, je fais marquer un essai à Laurent Pardo. En fait, je me retrouve, donc, pour ceux qui connaissent un peu le rugby, moi je suis 3/4 centre, je suis numéro 12, je suis au centre du jeu, et je me retrouve donc en position d'ailier, et j'ai 40 mètres à faire, j'allais assez vite, mais j'allais assez vite sur 20-30 mètres. Christophe connaît très très bien le rugby, et en fait je me retrouve en position d'ailier, et il y a Laurent Pardo qui en fait se retourne, et moi avec une course un peu donc rectiligne et puis parallèle, je fixe trois arrières donc anglais, et je fais une passe un peu la Chistera. Bon, les Basques ils connaissent un peu ça. Je fais une passe un peu la Chistera, et Laurent Pardo marque l'essai de la victoire, donc le Grand Chelem 81. C'était magnifique. Alors dis-moi, bravo en tout cas Didier. Alors avec tout ça, on n'a jamais été champion du monde. C'est vrai. Dis à ton époque, dis maintenant machin. Qu'est-ce qui nous manque là? C'est vrai. En fait, le haut niveau, c'est une somme de détails, de petits détails. Et en fait, quand on observe, donc depuis la création de la Coupe du Monde, on s'aperçoit qu'on passe toujours pas très très loin, mais on n'y est pas. Donc en fait, il faut se poser les bonnes questions, ce que font les Néo-Zélandais, ce que font l'Afrique du Sud, et peut-être donc, dès qu'on arrive donc sur les matchs les plus importants, d'avoir une certaine étanchéité, et que chacun reste à sa place, et qu'il y a des moments aussi, il faut qu'il y ait les managers, qu'il y ait les entraîneurs, qu'il y ait les joueurs, qu'ils arrêtent d'être un peu en pleine lumière, et que donc ça perturbe un peu l'équipe. Et puis il y a aussi peut-être aussi des mauvais choix qui ont été opérés quand on a des joueurs qui sont blessés ou qui ne sont pas en capacité de jouer à 100%. Il ne faut pas les faire jouer. Donc une somme de détails, et c'est pour ça aussi que, mais c'est la question que tu vas la poser tout à l'heure, j'ai envie de m'investir donc au plus Alors niveau de la fédération. justement, à ta place là, il y a quelques mois, on avait Florian Grill. Il est super sympa. Toi, tu es super sympa aussi.
Alors, en quoi tu vas faire les choses différemment et pourquoi ça serait mieux de voter pour toi? Parce que Grill, il est top aussi, hein. Alors je vais prendre 2 heures pour expliquer mon programme. T'as 3 minutes. Non, non, t'as le temps qu'il faut. Lui c'est un Versaillais, moi je suis un Gruissanais. Donc la culture du rugby n'est pas la même, le programme n'est pas le même, les personnalités ne sont pas les mêmes, et il aime le rugby. Je suis passionné du rugby, et je suis passionné depuis l'âge de 8 ans, j'en ai 66 aujourd'hui, je vibre le rugby, et en fait on va faire des choses beaucoup plus innovantes. Je suis aussi pour casser les codes. Je trouve que la Fédération française de rugby, elle a besoin d'être renouvelée, un peu comme dans le monde de l'entreprise. Elle a besoin d'être boostée. Elle a besoin d'être donc, quelques révolutions un peu et quelques mouvements. Donc dans la décentralisation, dans la déconcentration, dans la planification et surtout dans l'innovation. Étant un signe des Verseaux, j'aime bien innover. Alors quoi par exemple? Alors le plan Marshall est un pour les élus, donc monsieur le ministre connaît très bien donc le plan Marshall, des plans. Donc les plans Marshall, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez 3450 terrains de rugby. 3450 terrains de rugby, il y en a pratiquement 25 000, 30 000 au niveau du foot. Donc on est vraiment petit, sauf que sur les 3450 terrains, il n'y a que 20% qui ont été réalisés dans les années 95. Donc ce qui veut dire que donc, ces stades, ils sont vétustes, il faut les réhabiliter. Sauf que pour les réhabiliter, il faut de l'argent, il faut du cash, il faut aller chercher l'argent où il est. Nous irons le chercher, donc, au niveau de la... Chez des riches. Ah non. Oui. Alors, ouais. d'ailleurs, chez Total. Non, mais... Oui, non. Oh non. Oui, non, mais je suis très intéressé, bien sûr. Alors, dans un premier temps, l'Agence nationale des sports, l'État, les collectivités, donc l'ensemble des collectivités, et bien sûr les privés qui veulent aujourd'hui donc travailler sur le verdissement, donc améliorer donc l'empreinte carbone. Total, oui bien sûr, c'est d'ailleurs ce qu'ils font à Pau et en équipe de France. Excellent président. Et notre volonté, c'est de lever, mon cher Alain, donc 120 millions pour réhabiliter entre 400 et 700 terrains. Pourquoi? Parce que si on veut faire jouer les filles, si on veut faire jouer les gosses, les terrains, et si on veut avoir un peu plus de terrain de rugby, nous, chez nous, sur le sud, on est assez bien lotis. Par contre, vous, donc, les Parisiens et au nord de Paris, vous êtes mal lotis. On était à Bobigny la semaine dernière, c'est incroyable, quoi. Comment, donc, on peut jouer au rugby à Bobigny entre les tours, il n'y a qu'un seul terrain. Oui. Et en fait, l'objectif, c'est celui-là, c'est d'avoir une démarche régionalisée et d'avoir également un partage, donc, les fractures territoriales qui existent, et c'est ce qu'on va faire. Ça veut dire, Didier, par exemple, que Vannes, qui arrive au plus haut niveau, c'est génial. Rouen, qui était en Pro D2, c'est génial. Dans le Nord, pour nos amis, là, Olivier Talbert notamment, Arras et compagnie, il faut essayer de trouver d'autres zones qui ne sont pas les zones naturelles, non? Oui, non, mais en fait, il faut avoir des clubs de haut niveau. Il faut que la fédération se positionne, comme donc avec une décision politique, d'essayer d'aider donc Lille, Strasbourg, donc des endroits qui ont besoin d'être au plus haut niveau. Pourquoi je vous dis ça? Pour ne pas que les jeunes joueurs descendent dans le Midi. Et en fait, aujourd'hui, on le voit avec l'équipe de Pau qui a la chance d'avoir un réservoir très important de jeunes et liés donc et faire une bonne formation. Mais l'objectif, c'est que ces jeunes joueurs qui sont dans la région parisienne, dans le Nord, en Bretagne, en Alsace, puissent rester sur ce Nord. Et c'est l'équilibre des territoires. Donc ce que je porte en tant aussi qu'ancien élu, puisque je suis vice-président de la région et maire d'une commune, donc à Gruissan, qui est une belle commune avec des chalets sur pilotis. Et en fait, on veut innover et on veut réenchanter un peu dans l'esprit de 37-2. Alors, 37-2, oui, très bien, oui. Mais ça réveille, 37-2, quoi. Didier, ici, tu parles devant un parterre, on doit avoir 90% de nos adhérents qui sont de patrons de PME, de TI, beaucoup de TI chez nous aussi. Ces gens-là, ils ne sont pas forcément proches du monde du rugby. On a l'impression qu'il n'y a que les Total ou les grands groupes. Est-ce que tu leur dis, voilà, il faut créer un programme pour les séduire, leur donner envie de sponsoriser, d'aider? Je me souviens qu'à l'époque, Paul Gosse, qui était président de l'USAP, cherchait un peu de sous pour faire venir un certain Dan Carter. Et il était avec un garçon qui est membre du WAN, qui était le patron de Sogal, PME de Angers. Et son club fétiche, c'était l'USAP. Coup de bol. Mais ça n'est pas occupé. Il a mis ses sous chez Tango à Agen. Qu'est-ce qu'on fait pour les séduire, tous ces patrons de PME, TI? En fait, pour les séduire, il faut les convaincre. Il faut convaincre que le modèle économique du rugby, en fait, je pense très sincèrement que la société a besoin du rugby et que le rugby, donc, ce sont les valeurs intrinsèques où donc, on ne triche pas. Mais je parle du rugby, le vrai rugby, le rugby à 15, où devant c'est costaud et derrière, donc, c'est un peu élégant et on crée des espaces. En fait, c'est ce rugby qui nous plaît et donc, pour les convaincre, c'est tout simplement de leur dire
venez nous accompagner, venez donc dans les cadres des infrastructures, venez aussi donc innover avec nous pour que le rugby soit donc une discipline magnifique où il y a des vibrations, il y a du partenaire et puis en même temps vous allez donc apporter dans le cadre de l'environnement aussi et dans le cadre de la biodiversité des moyens pour qu'on puisse mieux travailler sur avoir une empreinte carbone beaucoup plus neutre. En fait, tu parlais tout à l'heure de la RSE, je vais parler donc d'un volet environnement qui me tient à cœur. Je suis dans une région où, la région Occitanie, on a des axes vraiment très très structurants. On peut porter les aéroports en ayant aussi de la biodiversité au niveau des aéroports. Donc moi je vous encourage demain, et si je suis président le 19 octobre, je vous encourage de venir donc nous retrouver pour voir comment on peut travailler ensemble sur du vrai partenariat. Et alors, ça veut dire aussi que le rugby à 7, là, on est quand même médaillé, c'est quand même génial. Pour toi, c'est du sous-rugby, c'est un truc qui existe, il y a un avenir. Et même chose pour le handi-rugby. Hier soir, donc, on était avec Riyad Salem pour un autre événement du club. Bon, la France a terminé 5e, mais il y a une tendance, quoi. Donc, on les oublie, ceux-là, ou pas? Alors, c'est une très bonne question. Je reviens sur le rugby. Le vrai rugby, c'est le rugby à 15. Mais effectivement, il y a le rugby à 7, il y a le rugby à 5, il y a le rugby à 10, il y a le rugby loisir et il y a le rugby féminin. Le rugby à 7, je le connais puisque le premier tournoi à Hong Kong dans les années 80, avec Serge Blanco, avec Patrice Lagisquet, on a joué contre les meilleures équipes. Mais c'est vrai que ce rugby à 7, il est très intéressant pour des jeunes, des cadets juniors qui ne peuvent pas suivre le cursus classique et qui partent souvent dans les universités. Et ça peut être très intéressant qu'ils jouent à 7, sauf que le rugby à 7, sur le plan physique, tout le monde ne peut pas jouer. Oui. Il faut avoir une certaine morphologie, il faut avoir des capacités, il faut aller vite, il faut avoir aussi un bon cardio. Et donc, c'est quand même pas simple. Et c'est vrai que c'est magnifique pendant les Jeux Olympiques d'avoir une équipe donc championne du monde avec les JO. Et c'est remarquable, sauf que derrière, le championnat n'est pas bien organisé et le modèle économique n'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Sinon, la promotion, bien sûr. Et alors, sinon, si tu es élu président, est-ce que tu vas faire un truc pour le vin français? Parce que partout où il y a du rugby, il y a du vin. Alors, nous avons un ami commun, Jean-Jacques Olivier. Absolument, qui est là, il est là, voilà. Grand patron de Toulouse, s'il en faut, et propriétaire d'un joli domaine. Il fait des vins remarquables. Il a un domaine, le Bouis. Donc, si vous venez à Gruissant, si vous sortez par Narbonne, l'autoroute, Christophe l'a déjà fait, venez déguster donc ces vins. Alors, il y a des vins de la Clappe, des Corbières, qui sont pratiquement aussi bons que les vins de Bourgogne et du Bordelais. Ah, Philippe. Oui, on peut le dire. Et il y a vraiment une recherche. On a des viticulteurs aujourd'hui qui sont vraiment dans une démarche, donc bien sûr, qualitative avec des normes et avec aussi un aspect donc très très agréable, des vins légers. Donc voilà, je vous écoutais tout à l'heure, c'est remarquable vos vins, mais les nôtres sont aussi pas mal. Toutes les régions en France dans le rugby sont très très bien. Là, tout à l'heure, donc j'écoutais Bernard et je lui ai dit plusieurs fois, moi j'adore ces clubs qui se sont structurés depuis des années. En fait, l'avènement de l'équipe de Pau, elle est venue naturellement. Alors bien sûr, il y a encore une différence entre Pau, c'est un peu ta question, et le Stade Toulousain. Moi, j'ai eu la chance de jouer au Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, ils sont toujours en avance. Ils sont en avance, mais tout simplement parce qu'ils ont anticipé. Mais ces clubs de Pau, je parlais de Perpignan, je parle de Castres, et ce sont des clubs qui sont magnifiques parce qu'il y a une ferveur, il y a une passion, il y a de très très bons joueurs. Ils n'ont pas forcément... Ils appartiennent à des personnes, ils n'ont pas forcément beaucoup de stars, mais ça joue bien, ça lâche rien. Et là, comme tu l'as dit, ils sont en train de monter. Moi, j'espère, alors bien sûr qu'il y a toujours une fragilité donc, pour les clubs qui sont à deux doigts de descendre. Là où Pau ne risque rien cette année. Et Lyon, c'est un club aussi qui est très très fort. Mais voilà, après, bien sûr, le rugby, que le meilleur gagne. Absolument. Et d'ailleurs, le 3 décembre, notre invité, ça sera Didier Lacroix. Bon, alors, pour terminer, donc, toi, tu es vice-président de cette région Occitanie. Tu es également maire de Gruissant depuis 2001. Tu vas t'arrêter un jour dans la politique, tout ça ou pas? Parce que est-ce qu'on peut cumuler vice-président, maire, président de fédération? Enfin, ça bouffe à tous les râteliers. Ça va pas du tout, ça, Didier. Mais pas du tout, moi j'ai rien. Pas du tout. Alors, l'engagement que j'ai pris, bien sûr, dès que je me suis engagé
dès que je me suis engagé donc, à la fédération, j'ai fait passer plusieurs messages. Le premier, effectivement, si je suis élu, donc je laisse tomber la région. Le mandat de Gruissan, donc permettez-moi d'annoncer à mes Gruissannais au mois de février donc ce que je ferai. Et puis surtout, si je suis président, je viendrai, donc je passerai 3 jours ici à Paris. On va se voir tous les mois, Wine. Hein. Et je vais venir souvent chez toi, chez vous, partager donc, ce que vous faites d'une manière remarquable. Moi, je voudrais quand même que vous puissiez applaudir et remercier Alain parce que ce qu'il fait c'est quand même énorme et c'est remarquable dans l'environnement donc de l'économie, du business, du wine, du vin et du rugby. Et du rugby. J'aimerais que vous applaudissiez. Merci beaucoup Didier. Ils sont trop forts ces politiques là. C'est